n'y a pas eu d'accident tragique depuis assez longtemps sur le Vendée Globe, c'est arrivé. En fait, c'est à celui qui trouve ses limites en dernier, quoi. Nicolas, tu es navigateur professionnel, tu as fait plusieurs transatlantiques, tu navigues pour le bateau Café Joyeux, actuellement en classe 40. Pendant combien de temps t'as pas pu dormir? Moi, il faut savoir que j'ai mis toutes mes économies. Moi, mon plus gros risque, c'est la perte du bateau. Donc le bateau est assuré. J'imagine que là, faut faire attention parce que c'est quasiment ta santé. Ça reste un sport. Et entre vivre et naviguer, je préférais toujours vivre. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Clash au Cash où nous recevons un navigateur. Effectivement, c'est un peu original. Bonsoir Nicolas Desté. Bonsoir Henri. Bonsoir Nicolas. Alors Nicolas, tu es navigateur professionnel, tu as fait plusieurs transatlantiques, tu navigues pour le bateau Café Joyeux, actuellement en classe 40, et tu as pour projet et tu ambitionnes de faire la course reine, l'Everest des mers, comme on dit, le Vendée Globe 2028. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Pourquoi tu te lances là-dessus et voilà, comment t'en es arrivé là? Merci déjà Henri pour l'invitation, je suis ravi d'être là. Le Vendée Globe, c'est quoi? C'est vraiment, comme tu as dit, c'est la course ultime. On peut pas faire un parcours plus long. Enfin, on part de France, on fait le tour du monde et on revient en France. Enfin, à moins d'être sévèrement maso, on peut pas faire plus long. Et c'est ça que j'adore. C'est que vraiment c'est une discipline où le terrain de jeu c'est la planète, c'est le vrai monde. C'est pas cantonné à des limites d'un terrain de foot ou de basket ou même d'un échiquier pour une partie d'échecs. C'est vraiment le monde entier, le terrain de jeu. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Il y a un côté aventure aussi, parce que quand tu pars pour un tour du monde, tu sais jamais déjà tu sais pas trop comment ça va commencer, encore moins comment ça va se terminer. Et rien que faire la boucle, en fait, c'est un exploit de terminer. Et en par-dessus ça, il y a une couche de compétition. Ça reste une course, c'est pas un rallye. Il y a un classement. Il faut bien figurer par rapport aux autres bateaux. En tout cas, moi, je suis compétiteur dans l'âme, donc c'est quelque chose que j'aime bien. Et donc, c'est vraiment ces trois facteurs-là qui font que pour moi, c'est quelque chose dont je rêve depuis que je suis tout petit, quoi. Ok, donc on va voir également que pour mettre en place tout ça, tu dois évidemment créer une entreprise. Tu as déjà une entreprise d'ailleurs, même deux. Tu reviendras là-dessus. Donc tu as un rôle qui est navigateur, mais également chef d'entreprise, et c'est aussi ça qui nous intéresse dans le cadre de ce podcast. Et puis c'est même de voir les liens entre la navigation, qu'est-ce que t'amène la navigation dans le métier de chef d'entreprise. J'imagine que tu dois avoir quand même une force mentale et un mindset qui doit être à rude épreuve quand même. Comme tout entrepreneur, quelque part, parce que en fait, tu sais, c'est une bonne question, parce que le côté navigateur, c'est la façade. Mais quelque part, quand j'en suis à aller tirer sur les cordes et aller changer de voile à l'avant du bateau dans la tempête, en fait, c'est mes vacances. C'est pas mon métier. Moi, mon métier, c'est de monter le projet. Ça commence assez tôt par la recherche de partenaires. C'est ensuite de la gestion de projet, gestion d'entreprise. Donc, en fait, c'est vrai que en bateau, t'es tout seul. Enfin, dans ma discipline, la course au large en solitaire, t'es tout seul sur le bateau, mais en fait, t'es que le représentant de toute une équipe qui a travaillé très dur pour préparer le bateau et faire en sorte que tu puisses participer à la course. Donc oui, t'es chef d'entreprise et chef d'équipe bien avant, et t'es entrepreneur bien avant d'être navigateur. Donc ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de choses à gérer, ne serait-ce sur la mise en place juridique, des liens de tous ces partenaires qui sont autour de toi, qui viennent soit te soutenir, soit avec lesquels tu as des partenariats. Comment ça se passe? Comment tu gères cet aspect-là des choses? C'est incontournable. Tout à fait. Et c'est très juste ce que tu dis, parce que en fait, je connais peu de métiers où le spectre des compétences à maîtriser est aussi large que celui d'un navigateur chef de projet, comme on l'est en course au large, parce que ça commence, en fait, faut savoir tout faire de la communication, faut savoir faire du bateau, mais ça c'est la base. faut savoir communiquer, faut savoir démarcher des partenaires, faut savoir juridiquement, on va en parler, comment gérer l'ensemble. Il y a une partie technique aussi, parce que c'est quand même un sport mécanique, donc faut gérer la préparation du bateau, tout l'aspect technique, l'optimisation de la machine,
il y a et même techniquement, il y a plein de champs différents. Il y a de l'aérodynamique, il y a de l'hydrodynamique, il y a de la structure, il y a de la science des matériaux. Il faut avoir une vision d'ensemble du bateau. Et puis à la fin, il faut aussi savoir gérer avec ses mains, mettre les mains dedans si jamais ça arrive, savoir réparer tout seul en mer. Donc en fait, le spectre des compétences est hyper large. Et alors, tu as fait une école qui t'apprend tout ça, ou c'est quelque chose que tu apprends sur le tas, on dit il faut que tu apprennes ça, il faut que tu apprennes ci, mais il n'y a pas de formation spéciale? Il n'y a aucune formation pour faire ce métier, et le corollaire de ça, c'est qu'en fait, on a tous des parcours extrêmement différents. Si tu regardes un peu la palette de navigateurs, même au départ du Vendée Globe là qui partira dans quelques semaines, ça va de tout au tout. Il y en a qui sont nés sur les pontons, qui font ça depuis qu'ils sont tout petits. C'est pas mon cas. Moi, j'ai fait des études d'ingénieur, donc je suis assez sensible au côté au sport mécanique, on va dire. Et puis j'ai eu une vie aussi avant le bateau. Moi, j'ai fait du conseil en stratégie à Paris pendant quelques années avant de me lancer dans une carrière de navigateur. Et en fait, ce qui fait, on vient tous d'horizons très différents avec des formations différentes et une expérience différente, et on a tous une manière différente de faire le même métier, en fait. C'est ça qui est assez intéressant. Ce qu'il faut dire aussi, puisque notre podcast s'appelle du clash au cash, on a souvent l'habitude de voir comment dans le parcours des entrepreneurs, ils ont pu avoir des difficultés juridiques et puis ensuite générer du résultat. Dans ton métier, tu le fais clairement pas pour l'argent. Parce que t'étais chez McKinsey, c'est ça? McKinsey, ouais. Donc, alors, j'ai fait 5 ans là-bas. Et c'est vrai que, quand j'ai quitté mon CDI, effectivement, au début, en fait, je me paye. Ça fait 4-5 ans que j'ai quitté, fait 4 ans que j'ai quitté Paris, et je me paye que depuis 6 mois. Donc, c'est pas des carrières, t'es pas là pour l'argent. Donc c'est vraiment la passion. Ton objectif, c'est de vivre de cette passion? Là, c'est d'en faire mon métier, et donc d'en vivre, et effectivement arriver à me dégager un salaire de mon entreprise, grâce à mon entreprise, pour arriver à vivre de ma passion. Et pour répondre à ta question, Jean-Philippe, donc il y a pas de formation pour devenir navigateur. En revanche, il y a un côté assez entrepreneurial où tu commences par des petits projets. Moi, j'ai commencé par des cours sur des petits bateaux, des bateaux de 6 mètres 50, donc tout petits à l'échelle de l'Atlantique, et on partait sur des grandes courses transatlantiques sur ces tout petits bateaux-là, parce que en fait, t'as tous les mêmes problèmes que j'ai aujourd'hui, mais à une échelle moindre. Donc tout coûte moins cher, les problèmes juridiques sont un peu moins graves. Si t'arrives une bêtise, petit bateau, petit problème, on dit. Donc si tu déchires une voile, c'est pas très grave. Si tu casses quelque chose, t'arrives à réparer tout seul. Et moi, je suis dans le milieu bateau là, donc milieu bateau, milieu problème. Donc c'est dire toute l'expérience que tu as pu acquérir pour passer déjà à ce stade, et qu'on te fasse confiance, parce que j'imagine que pour permettre à un navigateur d'arriver là où tu en es, il faut avoir montré patte blanche, montrer de quoi on était capable. Ouais, à la fois sportivement. Donc moi, j'ai réussi à faire un certain nombre de résultats qui montrent que je suis crédible aujourd'hui. Quand j'essaie de démarcher des personnes pour me financer un Vendée Globe, je suis crédible sportivement, et aussi d'un point de vue juste gestion de projet, parce que c'est quand même un sport qui coûte cher, et ça rassure aussi mes interlocuteurs quand ils savent que c'est pas mon premier projet de voile, quoi. Complètement. Et il y a des aspects qui concernent justement aussi bien la communication que la gestion du projet. Et finalement aussi, à un moment donné, ce qu'achètent des sponsors, c'est aussi des histoires. On va revenir d'ailleurs sur ton sponsor Café Joyeux, parce que c'est une belle histoire justement. Et c'est aussi pour ça qu'on a voulu t'inviter, parce que ton projet, c'est un projet aussi d'engagement sociétal, et ça c'est très intéressant. Donc est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Qui est ton sponsor? Comment ça fonctionne? Avec plaisir. Donc moi, j'ai la chance de porter les couleurs des Cafés Joyeux. Donc c'est les Cafés Joyeux, c'est une famille de cafés-restaurants qui emploie et forme des personnes en situation de handicap mental et cognitif. Donc il y a 25 Cafés Joyeux dans le monde, dont 3 à Paris. Dont un à 100 mètres de notre cabinet. Enfin, même pas. Il faut savoir que nous consommons tous les jours, à toute heure du jour, du café joyeux dans notre machine à café d'ailleurs. Toute heure de la journée, je sais pas si c'est une bonne idée, mais chaque jour, oui. Et donc c'est cette famille de cafés-restaurants, et c'est aussi une marque de café. Donc tous les bénéfices en fait servent à embaucher des nouveaux équipiers joyeux dans les nouveaux cafés joyeux qui ouvrent. Donc c'est une entreprise très vertueuse à utilité sociale en fait, quoi. Et alors c'est pas Café Joyeux du coup qui assume les coûts
que représente mon bateau. En fait, la campagne de communication pour Café Joyeux nous est offerte par un groupe d'entreprises mécènes, dont les deux plus généreux sont Accor, les hôtels, et Phoebus. Donc je les remercie. Du coup, j'en profite pour les remercier. Et donc moi, je cherche des financements sous la forme de mécénat pour Café Joyeux, et Café Joyeux s'offre la campagne de communication que je fournis, quoi. Ok. Et sur le plan contractuel, si on peut aller un peu plus loin, tu as du coup une société. Est-ce que c'est du mécénat? Donc le mécénat, ça donne aussi de la déduction fiscale. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais, bien sûr. Donc c'est vraiment un projet au service de Café Joyeux. Café Joyeux, qui est une entreprise détenue par un fonds de dotation. Okay. Et donc moi, je facture. En fait, j'ai 2 clients. J'ai Café Joyeux parce que le bateau il sert en fait c'est une campagne de com pour Café Joyeux, donc je facture Café Joyeux et je facture aussi les mécènes en direct parce qu'en fait la campagne de com sert Café Joyeux, mais pour remercier les mécènes, il y a une petite représentation graphique du logo sur les voiles sur le bateau, et on embarque quand même les collaborateurs des mécènes sur le bateau de temps en temps, et donc ça a un coût, et donc ce coût il est refacturé, il est facturé en fait directement aux mécènes. Donc en fait mes clients c'est 90% Café Joyeux et pour 10% l'ensemble des mécènes. Et tu disais que j'ai une entreprise, en fait j'ai même 2 entreprises. J'en ai une avec laquelle je facture les mécènes et Café Joyeux pour pouvoir assurer la prestation de communication. Et parmi les choses que je fais avec cette entreprise, c'est que je dois louer un bateau pour avoir un bateau. Et ce bateau appartient à une deuxième entreprise dont je suis aussi actionnaire. Moi, il faut savoir que j'ai mis toutes mes économies pour acheter mon bateau. Sans trahir de secret, ça ne suffisait pas. Donc, j'ai des investisseurs avec moi dans cette deuxième entreprise et on a acheté ensemble un bateau que je loue à mon autre entreprise. Donc, il y a une entreprise qui détient l'asset, on va dire, et une autre qui l'opère. Ok, ouais, donc il y a une vraie prise de risque pour justement aller dans ton projet, réaliser ce rêve et vivre de ta passion. Ouais, c'est ça, c'est un vrai engagement et je pense que c'est pour ça que on n'est pas plus de skippers en fait à faire ce métier-là, hein. C'est que c'est un métier hyper rude avec beaucoup d'incertitudes. Les contrats qu'on décroche sont souvent sont jamais des contrats à très long terme. D'une année à l'autre, en fait, tu passes beaucoup de temps à essayer de renouveler les partenariats ou d'en trouver des nouveaux. En fait, finalement, tu passes assez peu de temps en mer pour beaucoup de temps beaucoup en gestion de projet et beaucoup avant ça dans la recherche de partenaires. Quel regard tu as, justement, on parle du juridique, et quel regard tu as sur cet aspect-là? Parce que j'ai quand même l'impression que ça prend une place quand même assez prépondérante. Fais-tu relire tes contrats? Est-ce qu'il y a des choses que tu sais aujourd'hui parce que tu as l'expérience et que dans les contrats, il y a des clauses sur lesquelles il faut être vigilant? Est-ce qu'il y a des éléments, une expérience particulière, une anecdote particulière que tu pourrais nous partager autour de cet aspect-là? En fait, la première fois que j'ai fait appel à un cabinet d'avocats dans ma carrière, c'était pour avant de courir pour les Cafés Jeux, je courais pour une autre entreprise et on a signé. J'étais très fier, mon premier contrat d'ambassadeur en fait pour cette entreprise-là. Et en fait, ils ont eu raison. Ils m'ont dit il faut qu'on anticipe toutes les discussions pourries qu'on pourra avoir pour écrire le contrat, comme ça on les aura plus jamais. Et on s'est posé et on a parlé de si je me casse une cheville la veille de la route du Rhum, en fait il se passe quoi? Parce que l'argent je l'ai déjà dépensé, mais je peux pas pour autant aller faire la route du Rhum avec une cheville cassée. Si jamais ton bateau coule foudroyé et prend feu dans la semaine avant la route du Rhum, c'est déjà arrivé sur un autre bateau. Qu'est-ce qui se passe? Si la course est annulée à cause du Covid, on fait quoi? Et en fait, c'est vrai que c'est des super bonnes questions qu'on n'a pas envie de se poser. Mais on les fait en amont. Voilà, c'est vrai que ça oblige à un effort, effectivement, qui n'est pas forcément le plus agréable, de prévoir le pire, mais anticiper le pire permet aussi de se libérer de ces questions qui peuvent miner, en tout cas, et qui peuvent empêcher même un projet d'avancer. Parce qu'il faut régler ces choses-là en amont.
Ouais, tout à fait. Et c'est plus des sommes entre guillemets argent de poche. C'est des vraies sommes. Et en fait, si je me retrouve à devoir rembourser les sommes que, en fait, c'est pas les mêmes euros, je pourrais pas le faire. Donc effectivement, je peux pas assurer à titre personnel le risque de mon entreprise. Donc c'est des vraies questions qu'il faut vraiment se poser. Tout comme la question de l'assurance, en fait, qu'est-ce qui est assuré? Est-ce qu'il y a des clauses d'exonération d'assurance? On en parlait un petit peu avant le podcast. Tu disais que c'était pas forcément des sujets que tu avais trop envie de regarder, mais Non, c'est sûr. Effectivement, on est obligé de faire appel. On est un sport de plein air, de mécanique. On va dans des contrées lointaines, sur des bateaux extrêmes, sur des machines assez complexes et fragiles, parce qu'en fait les bateaux sont le plus léger possible pour aller le plus vite possible, mais du coup c'est assez fragile. Donc on essaie de se baquer d'un certain nombre de risques, notamment moi mon plus gros risque matériel, c'est la perte du bateau, donc le bateau est assuré. Néanmoins j'ai jamais eu d'accident et heureusement, mais j'ai pas lu toutes les clauses de mon contrat d'assurance. Il y a une chose à regarder, ce sont les clauses d'exclusion. Pour voir si effectivement, parfois c'est pas grand-chose, mais une exclusion est vite arrivée. Donc, je pense que dans un contrat, même s'il fait énormément de pages, il faut regarder d'abord au moins ce paragraphe sur les causes d'exclusion pour pas se retrouver dedans. Non, alors ce paragraphe, je l'ai lu quand même, et la plupart du temps, on n'est pas dedans. Donc c'est bon. Ça, c'est le risque matériel. Après, il y a un risque humain. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'emmène parfois les collaborateurs ou les invités des mécènes du projet à bord du bateau. Et je me souviens, à un moment, je me suis dit, mais en fait, ça répond aussi à ta question tout à l'heure, Jean-Philippe, j'ai aucun diplôme pour emmener les gens en bateau, en mer. Il y a des diplômes qui existent, je les ai pas. Parce que j'ai d'autres diplômes, mais j'ai pas ceux-là. Et on est beaucoup dans ce cas-là, parmi les navigateurs. Et donc j'ai été assez transparent avec mon assureur en lui disant comme tu le sais, moi, ça fait partie des choses que je vends à mes partenaires. Est-ce qu'on peut trouver un contrat qui me couvre malgré mon absence de diplôme? Et effectivement, on a mis en place un contrat spécifique. T'as quel âge, Nicolas? Moi, j'ai 33 ans. 33 ans. Et c'est vrai qu'on sent dans ton discours que, justement, parce que nous, dans notre podcast, on va à la recherche finalement de qu'est-ce qui peut réveiller sur le plan juridique les entrepreneurs. On sent, toi, que dans ton discours, l'aspect juridique des choses, tu l'as pris quand même toujours un peu avec une certaine attention, même si il y a le côté aventurier aussi, j'imagine. Tu passes à l'action, mais t'as quand même cette notion, puisque tu as sans doute la tête bien faite aussi. Bon, je sais pas, mais en tout cas, on est souvent pris entre deux feux. On gère un projet fondamentalement déraisonnable. En fait, le faire du bateau tout seul, en fait, c'est interdit. Il y a des lois qui disent que en fait il faut veiller en permanence quand tu es en mer, des lois internationales, et en fait quand tu es tout seul, faut bien dormir, donc il y a un moment où tu ne peux pas veiller dehors, c'est juste mécanique, et donc en fait de fait c'est un exemple, mais faire du bateau tout seul c'est fondamentalement interdit. Donc on fait une activité qui est fortement peu raisonnable, et ça on en est tous conscients. Et en face de ça, on gère des vraies entreprises avec des vrais partenaires qui sont parfois des très grandes entreprises avec des équipes entières d'avocats. Nos contrats ils sont relus par voilà. Et donc en fait, on est un peu entre ça, et donc tu sais jamais trop dans quel mode te lancer. Et si tu penses à tout ce qui peut mal se passer, en fait, tu quittes jamais le port. Donc ça j'ai tendance à dire que c'est un peu quelque chose que tu peux appliquer à l'entrepreneuriat. Bien si sûr, tu penses à tous les problèmes que tu peux avoir, tu ne passeras jamais à l'action et tu te lanceras jamais. Et tu peux nous parler un peu de la vie à bord de bateaux de ce type, parce que moi je suis régatier, hein, c'est pour ça, voileux aussi, j'ai gagné récemment la Juris Cup en tant que skipper, je le place, hein, en tant que skipper barreur du barreau de Paris, et seul skipper qui était avocat. Donc il y a des points communs. Moi, je vois d'énormes points communs entre l'entreprise, même la gestion de l'équipage, etc., et la voile. Mais on n'est pas du tout sur le même type de bateau. Et je sais que toi, les bateaux que tu fais, c'est des machines à laver. C'est
Beaucoup de gens disent que c'est atroce. Bah, oui, c'est vrai que en fait, moi, quelque part, je suis habitué maintenant. Mais avec le recul, quand j'emmène des gens naviguer sur le bateau ou quand je navigue pas pendant longtemps et que j'y retourne, avec le recul, oui, c'est des machines, c'est des machines formidables parce que elles sont légères, elles sont solides, elles sont rigides et elles vont hyper vite. Le prix à payer, c'est qu'en fait, les conditions de vie à bord sont vraiment terribles. Il y a aucun confort parce que c'est juste des boîtes en fait avec rien dedans. Les chocs sont assez violents. Quand tu t'arrêtes violemment, tu peux faire des plantées dans des vagues et passer de 20 nœuds, soit à 45 km/h à 3 nœuds, donc 5 km/h. Et ça, en fait, tu peux vraiment te faire projeter dans le bateau et te faire mal. Et en fait, de plus en plus, on voit, en tout cas dans ma catégorie, les classes 40, des skippers avec des épaules déboîtées, des côtes cassées, des traumas crâniens, etc. Et en fait, c'est symptomatique du fait que les bateaux sont de plus en plus performants et donc de plus en plus violents. Et en plus, ça dure pas juste 1 heure. On fait des courses qui durent plusieurs jours et plusieurs nuits, parce qu'on s'arrête pas la nuit, forcément. Mais tu as le mal de mer, hein. Et moi, par rapport à mes collègues concurrents, je suis plutôt plus sensible au mal de mer que les autres. Ouais. Donc ça rajoute un petit peps. Est-ce qu'on arrive à garder sa lucidité quand on est ballotté comme ça, quand il faut réussir à dormir un peu? Est-ce qu'on arrive à garder toute sa tête sur une aussi longue période? Il faut, j'imagine, un entraînement particulier. C'est tout l'enjeu en fait de cette discipline, c'est que c'est pas juste du physique, c'est en fait, enfin c'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc en fait, savoir faire les manœuvres, c'est bien, savoir bien régler ton bateau, c'est bien, mais en fait, il faut être performant et rester lucide malgré tout ce que tu viens de décrire sur la durée, sur plusieurs jours. Et donc ça implique une gestion de ton sommeil, une gestion de ton énergie et une certaine conscience de soi. Et ça fait peut-être le lien avec les entrepreneurs, c'est qu'en fait, faut pas s'oublier, quoi. Et nous, c'est très facile de se vider de son énergie et ensuite de perdre justement la lucidité, de perdre la notion de risque. En fait, tu peux te dire, j'ai tel bateau qui est juste à côté, le vent est monté, non, je vais pas changer ma voile, je vais garder la grande voile parce que je vais aller plus vite que lui, je vais le doubler. En fait, ça, c'est des pièges, en fait. Faut éviter de tomber là-dedans. Faut vraiment toujours rester lucide et en fait, à la fin, c'est quand même un sport de gestion de risque. C'est fondamentalement comparable à l'entreprise, hein. Quand on dit aussi que l'entrepreneuriat, c'est un marathon, c'est-à-dire qu'il y a possibilité de se brûler, de brûler ses collaborateurs, à trop tirer sur la machine également. Et très clairement, il faut pas s'oublier pour être le plus performant sur le long terme et dans la durée. Il faut penser à tout cet équipement aussi qui est là, qu'il faut préserver. Il y a des décisions qui doivent pas être simples à prendre durant les courses. Des décisions stratégiques, des décisions qui... La gestion du risque aussi. La gestion du risque, qui peuvent coûter aussi. C'est un exercice délicat. Un bon exemple, sur la dernière course en solitaire que j'ai faite entre Lorient et New York, en fait, à un moment, on a eu beaucoup de vent et beaucoup de mer. Et j'étais en tête de la course juste avant qu'on arrive dans une grosse tempête, en fait. Et en fait, j'ai à un moment, le niveau de risque, il est passé au-dessus de ce que je pensais était possible pour moi, pour le bateau, etc. Et j'ai dit, en fait, la voile, je vais l'affaler, on va la ranger, je vais mettre une voile plus petite. Et tant pis si les autres vont plus vite. En fait, là, si je continue, peut-être que je vais gagner 10% du temps parce qu'en fait, je vais rien casser et que ça va bien se passer sur un coup de chance. Mais en fait, 90%, là, je vais tout péter et je vais me retrouver avec un mât cassé, des voiles déchirées et devoir me dérouter vers les Açores et donc, en fait, il faut accepter que parfois, il faut juste réduire la voilure, sinon tu vas droit dans le mur, quoi. Et c'est quoi, justement, là, le rapport avec tes confrères, tes concurrents qui, justement, eux, vous gardez peut-être un peu plus longtemps, c'est ce qui va faire qu'ils gagnent. Et justement, il y a cette idée que parfois, tout le monde se challenge un peu plus. Là, le dernier Vendée Globe, c'était incroyable parce que à la fin, ils étaient tous à bloc parce qu'ils étaient hyper serrés. Et donc, tu dirais que la course, elle est avant tout contre toi-même ou elle est aussi contre les adversaires? Sur un Vendée Globe, je pense que, alors je l'ai pas encore fait, hein, j'espère que je le ferai un jour, mais finir, c'est un combat contre toi-même. L'aventure, tu l'as fait contre toi-même et une fois que t'as passé ce palier-là de dire en fait c'est bon, je peux faire la boucle
j'en suis capable, je peux gérer mes problèmes et je peux y arriver. Ensuite, à la dimension compétition, et là c'est un tout autre domaine. Il n'y a pas eu d'accident tragique, au moins depuis assez longtemps sur le Vendée Globe, c'est arrivé. Mais c'est un sport où tu vas très vite. En fait, c'est à celui qui trouve ses limites en dernier, quoi. C'est pas très drôle à dire, hein, mais c'est en fait. À la fin, c'est pourquoi t'es là. Est-ce que t'es là pour gagner la course? Est-ce que t'es là pour finir la course? Moi, c'est toujours plus important pour moi de finir que de gagner. Donc, j'ai tendance à avoir des résultats assez réguliers, mais j'ai jamais gagné de grandes courses. Mais au moins, je l'ai fini, parfois sur des très belles places. Mais voilà, je suis pas un mental de gagner de gagner à tout prix, quoi. Est-ce qu'il y a des engagements que tu prends vis-à-vis de tes partenaires? Est-ce qu'ils ont des exigences? Est-ce qu'ils ont des souhaits clairs ou ils sont là avant tout pour soutenir une cause au travers des Cafés Joyeux? Voilà, est-ce qu'il y a des choses dans les contrats qui prévoient des objectifs? Alors, je sais que il y a certains contrats qui prévoient des primes en cas de perf. Moi, j'en ai pas. Outre les prize money des courses qui sont vraiment dérisoires. Mais en fait, tu peux jamais, en tant que navigateur et skipper et sportif, en fait, t'engager sur un résultat. En fait, ce serait dénigrer toute la magie du sport. Tu peux pas dire je vais faire au moins 3e, c'est impossible parce que, déjà dans n'importe quel sport, et il y a des risques que tu peux pas, que malgré tout tu peux pas les maîtriser. Et je prends un exemple tout bête, hein, mais s'il y a un tronc d'arbre sur l'océan devant mon bateau ou un container entre deux eaux ou une baleine, en fait t'arrives, alors, si c'est une baleine, c'est dommage pour la baleine parce que en fait c'est un accident à la fois pour elle et pour le bateau, mais en fait tu détruis ton bateau et la course est terminée. Et ça, c'est un risque, en fait, qui existe pour tout le monde. C'est le même pour tout le monde. Ce que tu nous dis là aussi, et c'est valable partout et en tout temps dans l'entrepreneuriat aussi, c'est qu'il y a un facteur chance, en fait. C'est-à-dire que on œuvre pour réduire l'aléa, mais malgré tout, à la fin des fins, il y a quand même une part non contrôlée, non maîtrisée, accepter d'ailleurs de non maîtriser ces points-là, d'aléas, et celui qui gagne aura quand même eu la chance, contrairement à l'autre qui a rencontré un tronc d'arbre ou une baleine sur son chemin. Non, c'est ça. En fait, c'est dans notre discipline, quand tu quittes le port, tu sais que il y a toujours des risques que tu maîtrises pas, quoi. J'ai une question un peu sur le pourquoi. Pourquoi tu fais tout ça? Est-ce que tu as un pourquoi? Est-ce que tu as réfléchi à ton pourquoi? Alors déjà, j'ai la chance d'avoir un super projet que j'ai construit avec Cafés Joyeux, dans le sens où dans les moments durs en mer, et il y en a plein, on se met quand même dans des situations qui sont souvent inconfortables. J'ai l'impression qu'il y a quand même un peu un plaisir dans la douleur. Il y a un plaisir dans l'épreuve surmontée. Il y a un copain navigateur qui me dit, soit c'est bien pendant, tu vois, coucher de soleil, musique, dauphin, un bon petit plat, un podcast qui te plaît, des lumières magnifiques. Donc ça, c'est bien pendant. Soit c'est bien après, dans le sens aussi. Mais dans tous les cas, c'est bien à un moment. Bon, c'est la satisfaction. C'est bien parce qu'au moins il y a de la gratitude par rapport à tout ça, et je pense que c'est un beau mindset pour performer finalement. Exactement. Et en fait, on fait ce métier parce qu'on se sent bien en mer, fondamentalement, parce qu'on a envie d'y retourner. Moi, ce que j'adore en mer, c'est qu'en fait, c'est un paysage qui n'a pas changé depuis que la Terre existe. En fait, les vagues, elles ont la même tête. Les étoiles, c'est les mêmes. Et en fait, moi, quand je fais mes transatlantiques, je pense à Christophe Colomb qui a traversé et il s'est dit, ce qu'il voyait, je le vois devant moi. Alors, si vous êtes derrière votre écran, que vous souhaitez encourager Nicolas, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo. Nicolas est encore en recherche de partenaires financiers. Donc, il a besoin d'encouragement. En tout cas, moi, je trouve que c'est une excellente, c'est un excellent podcast parce qu'en fait, on va aussi sur des notions de dépassement de soi. Et puis, tu l'as dit aussi, il y a vraiment ce comparatif qu'on peut faire avec la vie d'une entreprise, avec la vie de l'entrepreneur, c'est la vie sur le bateau, qui est une entreprise à part entière, et puis aussi des engagements qu'on prend
même si c'est pas des engagements de réussir à gagner la course, mais des engagements au moins d'aller jusqu'au bout, et puis de sauvegarder voilà ce qu'on t'a confié, et tu dois mener la course avec rigueur, avec intelligence, en te sauvegardant toi, en sauvegardant tes forces, en essayant de puiser le moins possible dans les ressources pour les mettre, pour les utiliser à bon escient le moment venu, quand tu dois tout mettre pour essayer de gagner. Tout ça, c'est une gestion très minutieuse et qui ne s'apprend pas, si j'ai bien compris, dans une école, mais qui s'apprend, c'est l'expérience qui parle. Est-ce que tu as déjà eu peur, en fait, pour ton bateau, pour toi? Enfin, est-ce qu'il y a eu des moments où t'as pleuré, tu t'es dit mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je m'inflige tout ça? Alors ça, souvent. Mais ça c'est bien parce que ça marche bien dans les vidéos relais sur la communication. Je me rappelle de Clarisse Kremer par exemple, finalement qui communique super bien et elle communiquait ses émotions négatives et c'est ça aussi, puisqu'en fait le Vendée Globe c'est incroyable aussi, ce public qui regarde et qui vous soutient, parce que en fait on vous voit dans des moments que peuvent traverser l'individu lambda dans son entreprise, mais qui sera pas médiatisé. Mais finalement, ça nous touche parce que c'est des épreuves. C'est comment vous surmontez ces épreuves, comment voilà. C'est vrai que la caméra joue un rôle un peu différent pour tout le monde. Elle sert souvent de psychologue. Hein. En fait, c'est bête, mais quand t'es tout seul, juste attraper ta caméra et raconter ce qui s'est passé, c'est déjà un moyen de se décharger émotionnellement. Et pour répondre à ta question, est-ce que je me suis déjà fait peur? J'ai jamais eu peur pour ma vie, mais un moment qui m'a un peu marqué, c'est ma première transatlantique en mini. À un moment, j'ai eu un problème j'arrivais plus à charger mes batteries, donc je pouvais plus mettre mon pilote automatique et du coup, je pouvais plus dormir. Et j'ai commencé, les gens qui font du trail un peu longue distance connaissent ce phénomène, mais en fait, tu finis par avoir des hallucinations en fait au début auditives et puis ensuite visuelles, et ensuite tu finis par faire des choses dans la vraie vie que t'imagines, tu rêves, tu fais des choses dans la vraie vie mais que t'imagines complètement. Et en fait il y a quelqu'un qui était à bord de mon bateau avec moi qui m'a demandé de lui montrer comment faire une manœuvre d'affalage de spi. Et j'ai dit Romain, mais pas de problème, mais tu vois c'est hyper simple, mets-toi là, regarde, donc tu prends la barre, tu fais comme ça, tu abats, tu choques la mure de spi, tu t'attrapes la bordure, tu choques la drisse, donc c'est stacké là avec la boule bleue, tu ramènes le spi, tu mets dans ton sac, tu fermes bien ton sac parce que sinon le spi peut repartir à l'eau, et hop, tu repars. T'as compris? Et là, je me retourne et en fait Romain il était juste pas là quoi. Et j'avais affalé mon spi, et j'avais fait la manœuvre, et donc là tu te dis waouh. Là si la prochaine chose que je vois c'est mon doudou en peluche qui tombe à l'eau, je suis pas sûr de savoir ce que je fais quoi. Et donc t'as pas peur pour ta vie, mais tu te dis en fait là j'ai touché mes limites. Et là justement, comment t'es arrivé au bout de la course à ce moment-là? J'ai fini par en fait je m'étais fixé un niveau de voltage des batteries en dessous duquel fallait pas descendre, sinon ça abîmait de ma façon irrémédiable les batteries. Je me suis dit de toute façon entre m'abîmer moi ou les batteries, je préfère abîmer les batteries. J'ai fini par mettre le pilote 1 heure pour aller juste dormir parce que j'étais au bout quoi. Et puis finalement le lendemain il y a eu du soleil, j'ai réussi à charger avec les panneaux, etc. Alors pendant combien de temps t'as pas pu dormir? Alors j'ai eu pendant 2-3 jours, j'ai vraiment pas beaucoup dormi, à coup de, je pense que j'ai dû faire 2-3 fois une demi-heure, tu vois, en 2-3 jours. Et ça, c'était déjà au bout de 4-5 jours de course, c'était au large du Portugal déjà. Et donc déjà que tu es fatigué, mais en plus si tu dors pas pendant 48 heures quand déjà t'es fatigué, en fait c'est un carnage quoi. Donc c'est là où en fait au début ça commence par des hallucinations auditives, donc en fait t'entends 2 personnes qui ont une conversation et tu te rends compte qu'en fait tu sais toujours ce que l'autre va dire
Ah non. Et en fait, donc tu entends la conversation, mais en fait, c'est toi qui l'as fait en même temps. Et ça, tu t'en rends compte au bout d'un. Et là, tu dis, ah ouais, en fait, là, je suis en train de l'inventer, la conversation. Donc, c'est pour ça que je sais exactement où ça va, parce qu'en fait, c'est moi qui l'a fait moi-même. Je sais pas si c'est deux personnes dans ma tête enfin, mais à la limite, c'est pas très grave. Mais au début, c'est auditif. Ensuite, c'est visuel. Un exemple, hein, c'est quand t'as ta voile. Parfois, on a des voiles qui sont repliées un peu en saucisson enfin, qui sont roulées puis pliées sur le pont à l'avant. Et tu dis, ah tiens, on dirait, c'est marrant, on dirait un serpent, la voile quand elle est enroulée comme ça. C'est drôle quand même. Si 5 minutes après, tu te dis, oh, il y a un serpent. Ah non, mais non, c'est pas un serpent, c'est ma voile. Je sais, je me souviens maintenant, c'est juste ma voile. Et en fait, tu vois, ça commence comme ça, et puis à la fin, tu finis par vraiment faire des trucs, quoi. J'imagine que là, faut faire attention parce que c'est quasiment ta santé qui est en jeu. C'est-à-dire que le manque de sommeil à ce point, tu te mets quelque part aussi en danger. Ça arrive pas souvent, hein, donc les conséquences à long terme, je suis pas sûr qu'il y en ait, mais oui, en fait, t'arrives un moment où juste ça allume des drapeaux rouges, faut pas aller plus loin parce que ça. Ouais, et puis tu peux te noyer en fait. Tu peux te noyer, ouais, tu peux tomber à l'eau. Donc, je me souviens là au moment où j'ai dit, bon là, c'était Nico, juste t'arrêtes les bêtises, les batteries c'est un faux problème, tu mets le pilote et puis peu importe, là tu vas dormir 1 heure. Je me souviens, je m'être accroché avant d'aller à l'intérieur en me disant, si jamais je panique, je me dis, je me réveille en sursaut, il faut faire un truc vite, au moins je serai accroché au bateau et comme ça. En fait, quelque part, tu pousses aussi et tu vas aussi te connaître dans des zones de limite où, en fait, justement, t'as toujours cette conscience, malgré le fait que ton cerveau soit quand même un peu proche de la défaillance. Et ça te plaît, justement, j'imagine, parce que tu fais aussi du trail. Donc, j'imagine aller chercher tes limites quand on fait un sport comme ça, c'est un peu l'objectif aussi. Oui, après, ça reste un sport, enfin, je vais entre vivre et naviguer, je préférerais toujours vivre. Donc, les limites dont tu parles, on préfère toujours ne pas y aller. Néanmoins, quand on a des accidents, on se retrouve parfois confronté à ces limites, mais je pars pas en mer pour trouver mes limites. Je pars en mer en espérant que mes limites soient le plus loin possible et que j'aurai jamais à y aller. Mais tu te mets souvent dans des situations très compliquées parce qu'en fait t'es toujours tu joues toujours avec tu veux toujours aller plus vite, tu vois, c'est une course quoi, donc t'es pris dans cette tu cherches cette compétition là et donc tu te retrouves à faire des trucs qui sont hyper engagés avec le recul. Et est-ce que dans le mindset, il y a déjà des choses où finalement tu t'es aperçu que tu avais réussi à le faire alors que tu pensais que c'était pas faisable, mais que en fait tu as tellement eu envie de le faire que tu as réussi en fait à te dépasser justement? Sur une course en particulier, non, mais en fait si je prends la première fois que je suis monté sur un bateau de 6,50 m, j'ai trouvé ça. Enfin, la première fois que je suis monté sur mon premier bateau, en fait, j'ai cru que j'avais fait la bêtise de ma vie. En fait, le bateau était trop compliqué. Je me sentais incapable de le mener en solitaire. Et 18 mois après, j'avais fait la transatlantique tout seul dessus. Ensuite, je suis passé sur un bateau de 12 mètres. La première fois que je suis monté sur le bateau sur la classe 40, pour moi, c'était un peu inconcevable de pouvoir un jour en faire tout seul. La marche, elle était trop haute, le bateau était trop dur, trop physique, le mât trop haut, les voiles trop grandes. Tout était dur. Et puis, après, à la fin, t'y arrives. Et là, je suis monté, j'ai fait une première course en bateau IMOCA, donc les bateaux du Vendée Globe qui font 18 mètres. Et en fait, je suis monté sur le bateau, je me suis dit, mais jamais de la vie, j'arrive à faire ça. Et je pense que le parallèle, c'est comme tout entrepreneur. Au début, tu stresses pour des problèmes de 100 €, après 1000, après 10 000 et après plus. Ouais, et puis en fait, ce que je trouve hyper intéressant, parce que moi, j'ai souvent eu ça, ce côté, je n'arriverai pas ou j'y arriverai pas, en fait, et c'est de ne pas trop écouter cette petite voix. C'est-à-dire que cette voix, tu l'as, mais tu ne l'écoutes pas plus que ça. Tu vas quand même écouter ta voix qui, oui, je veux le faire, je vais dedans. Et ça, c'est quand même beau, quoi. C'est inspirant. Ouais, quand on te lance dans nos projets, en fait, tu n'as pas toute la solution. En fait, tu connais que 10% des problèmes qui vont vraiment t'arriver.
Et de ces 10% de problèmes, la moitié, tu sais pas trop comment tu vas les résoudre. Mais en fait, tu te lances. Et en fait, c'est parce que tu es animé par ce projet que, enfin, moi, faire le Vendée Globe, c'est un truc que je porte en moi depuis ma plus tendre enfance. C'est un rêve d'enfant. Et donc, en fait, j'ai toujours su ou j'ai toujours voulu croire que j'allais un jour y arriver. Mais après, donc, j'ai essayé de décomposer ça et de me construire un parcours d'aller de catégorie en catégorie jusqu'au bateau du Vendée Globe. Mais en fait, il y a plein de raisons de pas y arriver, mais en fait, comme tu dis, t'essaies de pas trop, tu crois en toi et puis t'y vas, quoi. Et justement, en termes de préparation, parce qu'on a beaucoup parlé de ce sujet-là pendant les Jeux Olympiques, la préparation mentale. En termes de préparation mentale, de préparation physique, c'est quoi tes programmes? Alors, t'as raison, en fait, la voile, c'est vraiment un sport une discipline où le mental et le physique jouent tous les deux un rôle très important. Donc, il y a toute une partie, on va dire, stratégique. Donc, pour aller vite, pour gagner une course, il faut aller au bon endroit, sur un bateau qui est capable d'aller très vite, et ensuite bien régler ton bateau pour aller au maximum de son potentiel. En gros, si tu décomposes un peu les facteurs de perf, on va dire. Et dans la partie aller au maximum du potentiel de son bateau, donc ça, c'est ce que tu fais en mer, le mental et le physique jouent un rôle quasi aussi important l'un que l'autre. En fait, tu finis toujours, en fait, que ce soit, si c'est des conditions très dures, tu y arrives plus vite, mais si c'est des conditions plus faciles, ça met plus longtemps, mais tu finis toujours par arriver à la limite physique. Et quand tu arrives à cette limite-là, c'est le mental qui prend le relais, quoi. Et donc, en fait, nous, on a un entraînement physique qui permet de retarder le moment où tu tapes dans tes limites mentales. Donc, pouvoir encaisser des chocs, un manque de sommeil, des manœuvres à répétition, pouvoir en fait repousser le moment où on tape dans la limite du physique. On a épuisé le capital juste d'énergie du corps et ensuite tu passes dans le domaine du mental. Et on est tous un peu en retard, les navigateurs, sur la prépa mentale. Disons qu'on a pris conscience de l'importance du physique, je pense qu'il y a une quinzaine d'années, quand les bateaux sont devenus de plus en plus exigeants. Et le mental, on sait que c'est important, mais néanmoins, on n'a pas tous un préparateur mental. Il y a une question de budget déjà. Il y a pas, et c'est pas encore très développé. Néanmoins, c'est tout ce que c'est important. On se rattrape tous avec le fait qu'on a un truc en commun, c'est un trait de caractère. Ouais, je pense qu'effectivement, il y a peut-être déjà en soi un mental spécifique du navigateur. Ouais, ou des prédispositions. En fait, on est des gens, je pense, drivés, profondément drivés, des gens, on a encaissé, enfin, t'arrives à encaisser des coups durs, en fait, et t'arrives à garder un mental stable. Bah c'est ça, c'est que la mer, de toute manière, par nature, elle t'impose à certains moments des tempêtes, des coups durs. Donc, en fait, t'es obligé, dans le mindset du marin, de savoir accepter de faire le dos rond et de manger son pain noir. Donc, on a tous ces prédispositions-là et on n'a pas tous encore fait, en tout cas, moi, j'ai pas encore de préparateur mental pour aller au-delà de juste qui on est à la base. On pose souvent une question à la fin de notre podcast qui est de se dire, si tu avais la possibilité de parler à toi quand tu étais enfant, finalement, quand tu avais 8 ans, au démarrage de cette passion, en te disant « Oui, je veux faire ça », tu lui dirais quoi avec tout le recul et l'expérience que tu as pu acquérir? Tu lui dirais « Vas-y, fonce, ce sera pas facile, mais vraiment, ça en vaut la peine ». Est-ce que tu lui donnerais quelques conseils? C'est une bonne question. Je pense que j'ai tendance à trop regarder l'objectif final sans vraiment vivre l'instant présent. Donc je pense que j'aurais pu plus profiter en fait de ce que j'ai fait pour arriver là où j'en suis aujourd'hui en le faisant plutôt que de me dire ça valait le coup, je suis en train d'y arriver là. Je comprends. Est-ce que tu remercies à chaque fois que tu es sur l'eau, en fait? Je pense qu'en fait, un des bons moyens, c'est de cultiver une gratitude profonde pour tout ce que tu peux vivre, parce que quelque part, malgré tout, c'est une chance inouïe. C'est une chance inouïe, c'est une chance que
Moi, je connais aussi d'autres marins qui étaient très talentueux, qui ne l'ont pas forcément, parce que je pense que toi, tu as d'autres qualités aussi qui te permettent d'être là. En fait, oui, on vit des moments très difficiles et en fait, ça en mer et ça vaut que le coup si à la fin t'es content d'être en mer et t'es content d'être là et donc oui, souvent en fait, les petits instants de bonheur, on les savoure parce que c'est précieux quoi. Donc tu vois les couchers de soleil, les dauphins, ou juste tu vois un joli coup stratégique. Tu gagneras pas la course là-dessus, mais bon, t'as fait une petite option, ça a marché, bah tu sais quoi, c'est cool quoi. Enfin et donc oui, la gratitude de pouvoir exercer, faire de ta passion ton métier, déjà, c'est un truc génial. En fait, avant, sans trahir de secret, quand je bossais dans mon ancienne vie, bah les dimanches soirs, franchement, c'était dur, quoi. Je revenais de mon train de Bretagne, il était 23h, j'arrivais, je prenais le métro, je rentrais chez moi et franchement, c'était dur hein, parce que en fait la semaine, je savais pourquoi je faisais, mais je le faisais, mais c'était pas un plaisir. Alors que là, les lundis matins, j'ai pas l'impression d'aller travailler. Et ça, y a rien de plus précieux. Je vous vois envieux dans votre regard. Non, je suis sûr. Non, parce que nous, on est pareil. On est pareil. On a cette chance aussi d'avoir ce plaisir d'arriver le matin et d'être heureux. Aimez les amis pour clôturer cette vidéo. Aimez le travail que vous faites et vous n'aurez pas l'impression de travailler tout le reste de votre vie. Et je crois que quand on fait sa passion, et nous, on est dans notre passion, même si c'est pas la même chose, bien entendu. Voilà, c'est un plaisir et tout ce qu'on fait, on le fait aussi avec plaisir et on a beaucoup de gratitude pour ça également. En tout cas, on te souhaite bonne chance. Likez cette vidéo, partagez-la si vous avez aimé. C'était un autre angle sur l'entrepreneuriat d'un sportif de haut niveau. Merci à toi, Nicolas Desté. Merci beaucoup.